Ma sœur a appelé la police pour faire arrêter mon fils de 6 ans, l'accusant d'avoir attaqué son bébé par jalousie. Mais la caméra du voisin a révélé une vérité qui a choqué toute notre famille. Et les conséquences furent pires encore. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'impuissance, de voir le monde s'effondrer juste sous vos yeux? C'est précisément ce que j'ai ressenti en voyant des policiers dans le salon de mes parents, les menottes encore dans leurs poches, tandis que ma sœur tenait son bébé de 3 mois, qui hurlait, et accusait mon fils de 6 ans d'avoir délibérément fait du mal au nourrisson. Léo, mon fils, était recroquevillé dans un coin de la pièce. Ses petites épaules tremblaient par vagues, des larmes coulaient sur son visage, mais il ne poussait aucun cri. En regardant les yeux terrifiés de mon enfant, j'ai eu l'impression que mon cœur était étranglé. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Dubois, j'ai 34 ans. L'histoire que je partage aujourd'hui s'est déroulée un dimanche d'avril de cette année, alors que ma famille était réunie dans la maison de mes parents, dans la banlieue de Lyon. La lumière printanière du soleil filtrait à travers de vieux rideaux de dentelle, créant des taches de lumière dansante sur le parquet en chêne du salon d'Henri et Sylvie, mes parents. Le rire franc de mon père se mêlait à la voix douce de ma mère, créant cette atmosphère familière et chaleureuse dont je me souviens toujours. Ce jour-là, la maison connaissait une nouvelle joie. Valérie, ma sœur, venait de donner naissance à sa première fille il y a 3 mois et séjournait temporairement chez nos parents car son mari était en déplacement professionnel. « Regarde-moi ces petits orteils », s'exclama mon père Henri en câlinant sa petite fille. Son sourire éclatant accentuait les rides autour de ses yeux. Sylvie, ma mère, n'arrêtait pas de prendre des photos avec son téléphone, mitraillant tout en marmonnant qu'elle allait les envoyer tout de suite à ses amis du club de tricot pour se vanter de sa première petite fille. L'odeur des gaufres flottait dans l'air. Le dessert préféré de notre famille pour les grandes occasions. Camille, ma femme, se tenait à côté de Valérie. Les 2 femmes contemplaient Éléonore, surnommée Ella, allongée dans son berceau rose pâle, avec ses joues potelées et ses petites mains agrippant le doigt de Valérie. Elle a les mêmes yeux que toi, observa Camille avec un sourire chaleureux. Et Valérie répondit avec le regard radieux d'une nouvelle mère. Mais le nez est celui de Michel, dit Valérie, faisant référence à son mari qui travaillait à Bordeaux. Il regrette vraiment de ne pas être ici. L'atmosphère était animée, les conversations et les rires s'entrelaçaient, créant une image de bonheur familial que tout le monde souhaiterait. Mais au milieu de cette ambiance joyeuse, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas dans le regard de Léo. Mon fils de 6 ans. Alors que tout le monde s'attroupait autour du berceau, Léo était assis tranquillement sur un tabouret dans un coin, ses petites jambes se balançant sans toucher le sol. Je pouvais sentir la solitude de mon enfant au milieu de cette atmosphère animée. En l'observant, je sursautai en sentant une petite main tirer doucement ma manche. Léo leva les yeux vers moi avec ses grands yeux bleus ronds, les lèvres tremblantes, et murmura « Papa, est-ce qu'ils aiment plus le bébé que moi ?» Mon cœur sembla se serrer à cette question innocente mais blessée. Je m'assis, le pris dans mes bras et lui expliquai doucement « Tu es la chose la plus merveilleuse qui soit jamais arrivée à maman et à papa. Personne ne peut remplacer ta place dans le cœur de papa. » Juste à ce moment-là, Valérie s'approcha de Camille, lui chuchotant quelque chose qui me fit froncer les sourcils. Ma sœur jeta un regard inquiet vers Léo et dit à Camille « Ne penses-tu pas que ton fils est jaloux d'Ella ?» Léo n'arrête pas de la fixer. Camille objecta immédiatement avec fermeté. Léo est juste en train de s'habituer à avoir un bébé autour de lui. Il est très sage et attentionné envers les autres. Pendant cette tension, mon téléphone sonna. C'était le représentant de l'assurance. Il devait nous rencontrer immédiatement pour inspecter les dégâts sur le toit causés par la tempête de la semaine dernière. Camille me regarda avec des yeux inquiets. Nous ne pouvions pas manquer ce rendez-vous car nous attendions depuis 2 semaines. Après une brève discussion, nous décidâmes de laisser Léo avec Henri, Sylvie et Valérie. Alors que nous nous préparions à partir, je me suis agenouillé à la hauteur de Léo, j'ai saisi ses petites épaules et j'ai promis, maman et papa seront de retour dans 1 heure. Joue au puzzle avec mamie et papy. D'accord ? Léo hocha la tête à contre-cœur, ses yeux trahissant encore une certaine inquiétude. Un sentiment de malaise me traversa, mais je l'écartai, pensant que tout irait bien. En partant, je n'aurais jamais imaginé que seulement 40 minutes plus tard, mon téléphone sonnerait sans arrêt avec des accusations horribles visant mon fils. Sur le trajet vers la maison de Monsieur Leclerc, Camille et moi discutions des détails de la réparation du toit. Mon esprit était complètement inconscient de tout danger, car où peut-on être plus en sécurité qu'en famille, surtout avec des êtres chers ?
J'avais toujours pu laisser Léo avec mes parents pour une journée entière ou même une semaine sans aucune inquiétude. Avec Henri et Sylvie qui le gâtaient, Léo aimait même plus rester chez ses grands-parents qu'à la maison. En pensant ainsi, je ne me sentais plus trop coupable pour les yeux tristes de Léo quand nous sommes partis. Quel enfant n'est pas comme ça quand ses parents vont quelque part? Mais il retrouve vite le sourire. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette vie paisible serait bouleversée en un seul appel téléphonique. Nous venions de nous asseoir sur le canapé en cuir marron dans le salon de Monsieur Leclerc depuis environ 20 minutes. Il expliquait le processus d'assurance et les documents nécessaires à Camille, qui prenait des notes avec soin. Juste au moment où j'allais signer le formulaire de déclaration, mon téléphone vibra violemment. En voyant le nom de Valérie, je fus un peu agacé par cette interruption. « Désolé, je dois prendre cet appel », dis-je à Monsieur Leclerc en m'écartant. Dès que j'ai répondu, la voix tremblante et furieuse de ma sœur retentit immédiatement. « Ton fils a délibérément essayé de blesser mon bébé. » Je suis resté figé, incapable de croire ce que j'entendais. Un frisson glacial me parcourut l'échine alors que je balbutiai. « De quoi parles-tu? Tu plaisantes ?» D'une voix brisée par la rage, Valérie hurla dans le téléphone. « Je ne plaisante pas. Je suis juste allé chauffer le lait d'Ella dans la cuisine. » Quand je suis revenu, j'ai vu Léo la pousser du berceau sur le sol. Sentant le sang me monter à la tête, j'ai rapidement objecté. « Non, c'est impossible. Il doit y avoir un malentendu. Léo ne ferait jamais ça. » Sans hésitation, la voix de Valérie continua de crier au téléphone. « Il n'y a pas de malentendu. J'ai appelé la police. Ils sont en route. » C'est comme si quelqu'un venait de me verser un seau d'eau glacée sur la tête. La police. Ma sœur avait appelé la police pour dénoncer mon fils. Camille a vu mon visage blême et s'est précipitée vers moi. Essayant de garder ma voix calme, j'ai continué au téléphone. « Valérie, Léo n'a que 6 ans. Il ne peut pas » Ne me laissant pas finir, Valérie me coupa d'une voix remplie de rage. « Je sais que ton fils est jaloux d'Ella. J'ai vu la façon dont il la regardait toute la matinée. » Me voyant trembler, Camille m'arracha le téléphone des mains. Le visage de ma femme était pâle, mais ses yeux flamboyaient alors qu'elle demandait. « Valérie, qu'est-ce que tu racontes? Léo est un bon garçon. Tu as appelé la police? Qu'est-ce qui se passe avec Ella? Est-ce qu'elle va bien? » Je n'entendais pas ce que Valérie disait, je ne voyais que le visage de Camille devenir de plus en plus tendu. Après nous être excusés à la hâte auprès de Monsieur Leclerc et avoir promis de revenir plus tard, nous nous sommes précipités hors de sa maison. J'ai sauté dans la voiture, la tête tourbillonnant de centaines de pensées. Camille n'arrêtait pas d'appeler mes parents, mais personne ne répondait. Les mains tremblantes et la voix étranglée, Camille répétait sans cesse, « Léo ne ferait jamais de mal à personne. Quelque chose ne va pas, Antoine. » Je serrais fort le volant, ayant l'impression que le monde entier s'effondrait. Mon petit garçon, avec ses grands yeux ronds et innocents. Comment aurait-il pu délibérément faire du mal à un nouveau-né? Il devait y avoir une raison. Peut-être que Léo était juste curieux et avait accidentellement fait tomber Ella. Ou était-ce simplement un accident que Valérie avait mal interprété? Lorsque la voiture a tourné dans la rue familière menant à la maison de mes parents, mon cœur s'est serré à la vue de la voiture de patrouille de la police nationale garée devant. Les choses étaient-elles devenues si graves? Camille ouvrit précipitamment la portière de la voiture avant que je puisse couper le moteur. Je me suis précipité après elle, sentant que mes jambes allaient me lâcher. Quand nous avons poussé la porte, la scène qui s'offrait à nous était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le salon de mes parents n'avait jamais semblé si petit et étouffant. La pièce familière avec les photos de famille sur les murs et l'horloge antique héritée de mon grand-père me parut soudain étrangère, comme si j'entrais dans un espace complètement différent. Dans cet espace, tout ce en quoi je croyais était remis en question. 2 policiers se tenaient sérieusement au milieu de la pièce. Le plus âgé, aux cheveux poivre et sel, observait la situation tandis que le plus jeune écrivait continuellement dans un carnet. Leurs yeux ne portaient aucun jugement, mais leur présence était comme une accusation silencieuse contre ma famille. Dès que nous sommes entrés, Valérie s'est levée brusquement. Ses yeux étaient rouges de larmes et de colère, tenant Ella comme pour protéger le bébé d'un danger invisible. Dans le coin de la pièce, Léo était recroquevillé comme un oisillon blessé, ses petites épaules tremblant de sanglots silencieux. C'était comme si des mains invisibles m'étranglaient le cœur. En voyant mon fils dans cet état, avant que je puisse atteindre Léo,
Valérie a immédiatement pointé mon enfant du doigt et a parlé d'une voix dure et accusatrice. Léo a poussé Ella du berceau sur le sol. Je l'ai vu de mes propres yeux. Camille ne dit rien, se précipitant immédiatement aux côtés de Léo, s'agenouillant et le serrant dans ses bras comme un bouclier protecteur. Je sentis le tremblement de ma femme, un tremblement non pas de peur, mais de colère et de douleur. La tête tourbillonnante, je me tournai vers mes parents paniqués et demandai d'une voix presque suppliante. Que s'est-il passé? Qui a vu quoi? Le policier plus âgé s'approcha de moi, les yeux sérieux, mais non sans sympathie. Il expliqua, nous avons reçu un appel signalant qu'un enfant aurait pu délibérément mettre en danger un bébé. Nous devons clarifier la situation. Du coin de la pièce, au milieu de sanglots étouffés, Léo leva les yeux remplis de larmes et le visage rouge alors que le petit garçon sanglotait. Je n'ai pas fait exprès. Il y avait un serpent. En entendant cela, Valérie faillit sauter de sa chaise, les yeux écarquillés, et lança d'une voix si forte qu'Ella sursauta et se mit à hurler. Il n'y avait pas de serpent. Il est jaloux d'Ella. Je l'ai vu. Mes parents se tenaient silencieusement au milieu de la pièce, le visage d'Henri plein de douleur, tandis que Sylvie avait les larmes aux yeux. Ils étaient comme des gens au milieu d'un champ de bataille, ne sachant pas de quel côté se ranger quand les deux camps étaient leurs propres enfants et petits-enfants. Incapable d'en supporter plus, je m'avançai, me tins droit et regardai directement dans les yeux de ma sœur en objectant d'une voix tremblante mais ferme. Mon fils ne ferait jamais de mal à personne, surtout pas à un nouveau-né. La pièce sembla se figer dans ce moment tendu. Seuls les pleurs doux d'Ella et les sanglots étouffés de Léo brisaient le lourd silence. Le policier plus âgé leva la main, faisant signe à tout le monde de se calmer, puis se tourna vers moi et Valérie en disant d'une voix posée. Pour clarifier ce qui s'est passé, nous devons examiner toutes les preuves possibles. Avez-vous des caméras de sécurité? Mon cœur se serra lorsque je dus secouer la tête et admettre. Seulement à la porte d'entrée, pas dans le salon. Immédiatement, un léger sourire apparut sur les lèvres de Valérie alors qu'elle me regardait avec des yeux que je n'avais jamais vus. Les yeux d'un vainqueur, les yeux de quelqu'un qui se croyait dans son droit. Mais cela me blessa plus que tout, car cela montrait que ma sœur croyait vraiment que mon fils pouvait faire quelque chose d'aussi horrible. Juste au moment où tout espoir semblait perdu, mon père s'avança soudainement, le visage sérieux et déterminé, et prit la parole. Attendez. Tous les yeux se tournèrent vers Henri, qui se tenait droit avec une confiance rare. Je crois que Philippe, le voisin, a une caméra qui pointe vers la fenêtre de notre salon. Alors que tout le monde se tournait pour regarder mon père, il continua d'expliquer d'une voix grave pleine d'espoir. Le mois dernier, je me suis même disputé avec lui à ce sujet. Sa caméra pointe directement sur cette fenêtre où se trouve le berceau d'Ella et où Léo jouait. À ce moment-là, je sentis une petite lueur d'espoir vaciller dans l'épaisse obscurité qui entourait notre famille. Mon père, l'un des deux policiers et moi-même nous tenions devant la porte de Philippe Martin. Le voisin avec qui mon père s'était vivement disputé. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres, créant de longues traînées de lumière sur l'allée méticuleusement entretenue menant à la maison bleu clair. Mon cœur battait la chamade, réalisant que le sort de Léo et peut-être celui de toute notre famille dépendait de l'homme à qui mon père avait à peine parlé depuis un mois. En attendant, Henri commença à expliquer aux policiers la situation complexe entre lui et Philippe. En entendant la voix de mon père, je réalisai que c'était la première fois qu'il admettait sa part de responsabilité dans le conflit. D'une voix grave pleine de regret, mon père se souvint, le mois dernier, Philippe a installé un nouveau système de caméras de sécurité. L'une d'elles pointait directement sur la fenêtre de mon salon. J'ai réagi de manière peu polie. Le policier hocha la tête. Il comprenait que c'était un sujet sensible entre voisins, un type de conflit qu'il rencontrait souvent dans son travail. Monsieur Martin a le droit d'installer des caméras sur sa propriété, nota l'officier. Mais il doit aussi tenir compte de la vie privée des autres. Henri hocha la tête, ses épaules tendues se détendant légèrement. J'ai qualifié cela d'invasion de la vie privée et j'ai exigé qu'il retire la caméra. Je n'ai pas pu contrôler ma colère. Un sentiment de malaise m'envahit en réalisant que c'était la première fois que j'apprenais l'existence de cette dispute. La maison des Martins n'était séparée de celle de mes parents que par une petite clôture. Et légalement, Philippe avait parfaitement le droit d'installer des caméras sur sa propriété pour des raisons de sécurité. Le principal problème était l'angle et la courte distance qui créaient des conflits de confidentialité. Comme s'il lisait dans mes pensées, Henri continua d'une voix basse. Philippe a réagi tout aussi durement.
Il s'est redressé et m'a dit, c'est ma propriété. J'ai le droit de la protéger comme je veux. Depuis, nous ne nous sommes plus parlé. L'inquiétude monta en moi. Philippe Martin nous aiderait-il après cette dispute? Cependant, c'était notre seul espoir de prouver l'innocence de Léo. Je regardais Henri, remarquant les rides d'inquiétude profondément gravées sur son visage. Finalement, Henri prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Je pouvais sentir la tension qui émanait de mon père. Il n'avait pas l'habitude de demander de l'aide, surtout à quelqu'un avec qui il avait eu un conflit. Après quelques instants qui semblèrent s'étirer à l'infini, la porte s'ouvrit. Philippe Martin, un homme d'âge moyen, apparut avec une surprise non dissimulée. En nous voyant à sa porte, surtout avec la présence de la police. Avant que Philippe ne puisse dire quoi que ce soit, Henri s'avança, les yeux honnêtes et la voix sincère, et dit, « Philippe, j'ai besoin de votre aide. Je sais que nous avons une eau différente, mais il s'agit de mon petit-fils. » À ce moment-là, je réalisais que l'amour pour sa famille pouvait pousser un homme fier comme Henri à mettre de côté tout orgueil personnel. Philippe fronça les sourcils, les yeux pleins de méfiance, mais il écouta attentivement pendant que mon père expliquait brièvement la situation qui se passait chez nous. Après avoir tout entendu, Philippe nous regarda avec une expression sérieuse. Il n'y avait aucun signe de satisfaction ou de jubilation que les gens montrent parfois en voyant un adversaire en difficulté. Au lieu de cela, je remarquai une véritable préoccupation dans ses yeux. D'une voix presque rauque d'émotion, Henri baissa la voix. « Je m'excuse pour mon comportement. Vous aviez raison de vouloir protéger votre propriété. » Philippe regarda Henri un peu plus longtemps, puis me regarda d'un œil évaluateur. Je pouvais voir qu'il ne se demandait pas seulement s'il devait nous aider, mais aussi comment nous aider. Après un bref silence, il s'écarta et ouvrit plus grand la porte. En entrant dans la maison de Philippe, je réalisais que parfois, les conflits entre adultes doivent être mis de côté lorsque les enfants ont besoin de protection. Et notre espoir dépendait maintenant de la gentillesse de l'homme que mon père considérait autrefois comme un envahisseur. Au moment où nous tous, y compris les deux policiers, attendions que Philippe rejoue les images, je ne pouvais qu'espérer silencieusement que tout irait bien, car je croyais toujours que mon fils était innocent malgré l'opinion de tous les autres. Philippe s'assit sur la chaise pivotante devant le grand écran d'ordinateur dans le coin de son bureau. Au départ, il avait dit que nous pouvions le voir sur son téléphone, mais après avoir entendu le résumé de la situation par la police, Philippe a décidé que nous devions le voir sur grand écran pour ne manquer aucun détail. Avec une expression sérieuse, Philippe expliqua pendant que ses mains se déplaçaient rapidement sur le clavier. J'ai installé ce système de caméra il y a 2 mois. Haute résolution et grand angle. Cette caméra pointe vers la fenêtre de Monsieur Dubois car elle est positionnée sur la limite de ma propriété. En quelques clics, Philippe trouva rapidement le segment vidéo horodaté exactement au moment de l'incident. Le voilà. Il y a environ 1 heure, dit-il, et il appuya sur lecture. La pièce devint silencieuse alors que les images apparaissaient à l'écran. L'angle était de l'extérieur, mais à travers la fenêtre ouverte, nous pouvions voir clairement tout ce qui se passait dans le salon de mes parents. L'image était étonnamment nette. À l'écran, Valérie apparut tenant Ella et la plaça doucement dans le berceau positionné près de la fenêtre. Elle ajusta soigneusement l'oreiller et la couverture, puis alluma la télévision assez fort, probablement une habitude pour étouffer les bruits extérieurs. Ensuite, la caméra a capturé Henri et Sylvie quittant le salon. Avant de partir, Sylvie se pencha pour embrasser le front de Léo, et nous pouvions clairement voir Henri se pencher et dire quelque chose à son petit-fils. Nous jouerons au puzzle après que j'aurai fini de réparer le tuyau, confirma Henri à voix basse, le ton plein de regret. Il y avait vraiment un problème de tuyauterie. Nous sommes allés dans le jardin pendant environ 10 minutes. À l'écran, Léo était assis seul sur le canapé, jetant de temps en temps un coup d'œil vers le berceau avec une curiosité enfantine naturelle. Valérie, debout à proximité, regardait Léo avec des yeux méfiants avant d'aller dans la cuisine. L'écran continuait de montrer Valérie entrant dans la cuisine, laissant Léo et Ella dans le salon. Léo continuait de jouer avec ses dinosaures, regardant de temps en temps vers Ella. Soudain, le policier plus âgé se pencha près de l'écran, les yeux plissés, et pointa à un endroit. « Attendez, qu'est-ce que c'est qui rampe sur le rebord de la fenêtre ?» Nous avons tous regardé attentivement le coin gauche de l'écran. Clair et indubitable. Une petite vipère rampait sur le rebord de la fenêtre, se déplaçant lentement mais sûrement vers le salon. Le policier plus âgé hocha la tête, plissant les yeux pour mieux voir l'écran.
On dirait une jeune vipère aspic. Elles sont souvent attirées par l'odeur du lait maternel et la chaleur des nouveau-nés. Mon Dieu, m'exclamai-je, sentant mon corps se figer en réalisant le danger réel que mon fils avait vu. À l'écran, Léo remarqua soudainement le serpent. Le visage du garçon passa de la normale à la panique en un instant. Les yeux écarquillés, Léo regarda vers la cuisine, puis de nouveau vers le serpent qui avançait lentement vers le berceau du bébé. Il essaie d'appeler, nota le jeune officier, voyant Léo ouvrir la bouche comme s'il criait, mais il était clair que personne ne pouvait l'entendre à cause du bruit de la télévision et du mixeur de lait dans la cuisine. Henri gémit doucement, voyant son petit-fils paniquer et se lever de sa chaise, les yeux ne quittant jamais le serpent qui rampait de plus en plus près du berceau d'Ella. Sans hésitation, Léo se précipita vers le berceau avec une expression terrifiée. Les mains tremblantes, Léo essaya de soulever Ella comme il avait vu les adultes le faire, mais il était clair que mon fils manquait de l'expérience et de la force nécessaires. La caméra a capturé le moment où Léo a trébuché sur le pied de la table basse, a perdu l'équilibre, et tous les deux sont tombés sur le sol. Le plus remarquable était la façon dont Léo a essayé de tordre son corps pour heurter le sol en premier, s'utilisant comme un coussin pour Ella. Malgré cela, la chute a quand même surpris Ella et l'a fait hurler. Le serpent a disparu quand il y a eu du bruit, souligna Philippe en zoomant sur un coin de l'écran. L'écran continuait de montrer Valérie accourant de la cuisine. Son visage était paniqué en voyant Léo et Ella par terre. Presque simultanément, Henri et Sylvie sont également entrés en hâte du jardin, attirés par les pleurs d'Ella. D'une voix grave pleine d'émotion, le policier plus âgé prit la parole. Votre petit-fils essayait de sauver le bébé. Ce n'était clairement pas un acte de malveillance intentionnelle. Philippe arrêta la vidéo et zooma sur le visage de Léo quand le garçon a vu le serpent. Regardez l'expression du garçon, souligna-t-il. C'est de la vraie peur, pas de la comédie. L'officier sortit son téléphone, prenant des photos de l'écran comme preuve. Nous avons besoin d'une copie de cette vidéo, dit-il à Philippe. En quelques clics, Philippe enregistra la vidéo sur une clé USB comme demandé par la police. Je me sentis comme si un lourd rocher venait d'être soulevé de ma poitrine. Mon fils n'était pas seulement innocent, mais un petit héros. La fierté gonfla dans mon cœur, mêlée de douleur en pensant à Léo faussement accusé. Quand Philippe éteignit l'écran et donna à la police la clé USB contenant les preuves, le policier plus âgé annonça d'une voix sérieuse mais plus douce, « Nous devrions retourner chez vous pour terminer les procédures. » Clairement, ce n'est pas le cas qui nous a été signalé initialement. Nous avons presque couru sur le petit chemin séparant les deux jardins. Un trajet de moins de 2 minutes, mais rempli d'émotion et d'inquiétude. Chaque pas semblait me rapprocher d'un moment charnière où la vérité guérirait les douloureux malentendus. Henri marchait devant à pas pressés, le dos courbé comme s'il portait un fardeau invisible. Le policier et moi le suivions de près, essayant de suivre le rythme. Philippe marchait à nos côtés, serrant la clé USB contenant les précieuses preuves comme si c'était la clé pour sauver l'honneur d'un enfant. Son visage était inquiet, jetant de temps en temps un coup d'œil vers la maison devant nous. Personne ne disait un mot. Chacun était perdu dans ses propres pensées. Mon esprit était comme un tourbillon d'images. Léo recroquevillait avec les yeux remplis de larmes, implorant la confiance. Puis l'image de mon fils se précipitant courageusement pour sauver Ella sur l'écran vidéo. Je ne pouvais qu'imaginer les terribles moments que le petit garçon traversait. De loin, nous pouvions entendre des disputes provenant de l'intérieur de la maison. La voix de Camille, haute et intense, mêlée aux objections de Valérie. Le bruit nous fit accélérer encore plus. Juste à ce moment-là, Henri murmura. Sa voix était lourde de culpabilité. J'ai abandonné mon petit-fils. Quand nous avons ouvert le portail, la voix de Camille retentit durement de l'intérieur, pénétrant à travers la porte fermée. Tu n'as pas le droit de traiter mon enfant comme ça. Léo n'est qu'un enfant. La voix de ma sœur Valérie répliqua, pleine de défense. Je suis juste inquiète pour mon enfant. N'importe qui ferait la même chose. En même temps, la voix de Sylvie n'arrêtait pas de retentir, essayant d'apaiser. Calmez-vous, les enfants. S'il vous plaît, calmez-vous. Quand nous avons ouvert la porte et sommes entrés dans le salon, la scène devant nous était comme une peinture figée. Camille se tenant protectrice devant Léo. Valérie tenant une Ella en pleurs. Tout le monde se tourna brusquement pour nous regarder avec un mélange d'émotions contradictoires. Espoir, peur et attente. Et c'est là que la vérité a de nouveau éteint tous les doutes dans la pièce étouffante.
le policier entra au milieu de la pièce, leva son téléphone et dit d'une voix professionnelle, « Nous avons examiné les preuves vidéo et pouvons confirmer que votre petit-fils a agi pour protéger le bébé. » Ces mots furent comme une pierre jetée dans une eau calme. Camille me regarda, ses yeux demandant sans mots. Ses yeux étaient grands ouverts, attendant que je confirme ce qu'elle avait toujours cru. Les yeux rouges, j'ai hoché la tête et j'ai dit les mots que tout le monde aurait dû croire depuis le début. Le serpent. Léo a essayé de sauver Ella du serpent. Léo leva les yeux de derrière Camille. Les yeux rouges de mon fils s'écarquillèrent soudainement, s'illuminant d'un faible espoir. Ses petites épaules n'étaient plus voûtées comme avant, mais ses mains s'accrochaient toujours fermement à la chemise de sa mère comme à une bouée de sauvetage. Mon fils regarda autour de lui, observant les réactions de chacun, comme s'il n'osait pas croire que la vérité avait enfin été révélée. Valérie resta figée, incapable de croire ses oreilles. Les yeux de ma sœur paniquèrent en réalisant sa terrible erreur. Ella, dans ses bras, octait encore doucement, n'ayant aucune idée du danger qu'elle avait frôlé et de qui l'avait sauvée. Immédiatement, le policier plus âgé s'avança, montrant à tout le monde son téléphone avec des images capturées de la vidéo. Des images claires du serpent rampant par la fenêtre et de Léo avec une expression terrifiée. À ce moment-là, Camille éclata en sanglots. Des larmes de soulagement. Plus des larmes de douleur, mais des larmes de soulagement. Elle se retourna, serra Léo fort dans ses bras et l'embrassa sur la tête, murmurant des mots réconfortants que seule une mère pouvait dire à son enfant. Léo enroula lentement ses bras autour du cou de sa mère. Son petit visage enfouit dans son épaule. Les épaules de mon fils tremblaient, non plus de peur, mais de soulagement. Il chuchota quelque chose à l'oreille de Camille, et je pouvais deviner. Je t'avais dit qu'il y avait un serpent. Valérie s'assit lentement sur la chaise la plus proche, ses jambes semblant perdre leur force. Les yeux de ma sœur ne quittaient pas Léo, son visage plein de regret. Je n'avais jamais vu ma sœur comme ça. Plus sa confiance habituelle, juste une mère qui venait de réaliser qu'elle avait fait quelque chose de terrible. D'une voix chuchotée et étranglée, Valérie parla, « Oh, Léo !» Léo entendit la voix de Valérie et se tourna lentement pour regarder ma sœur. Les yeux de mon enfant ne contenaient plus de peur, mais maintenant de la confusion et de l'incertitude. Mon fils ne savait pas comment réagir quand la personne qui venait de l'accuser le regardait maintenant avec des yeux pleins de regret. Henri n'attendit pas une seconde de plus. Il s'approcha et s'agenouilla devant Léo d'une voix tremblante rarement entendue d'un homme aussi dur. Henri admit, « Papy a eu tort, mon enfant. Papy a eu tort de ne pas te croire. » Léo regarda son grand-père, ses grands yeux ronds et innocents s'adoucissant progressivement. Mon fils avait un cœur indulgent comme tous les enfants, et je vis un petit sourire apparaître au coin de la bouche du petit garçon. Pas un sourire heureux, mais le sourire soulagé d'un enfant qui venait d'être libéré d'un fardeau trop lourd. Le policier plus âgé prit la parole pour expliquer, essayant d'alléger l'atmosphère lourde. Nous allons retirer toutes les charges et faire un nouveau rapport. La caméra de Monsieur Martin a tout enregistré clairement. Sylvie se tourna vers Philippe avec une gratitude infinie. Monsieur Martin, s'il vous plaît, restez dîner avec nous. C'est la seule façon dont nous pouvons exprimer notre gratitude. Philippe secoua doucement la tête, les yeux compréhensifs. Merci, madame, mais je pense que votre famille a besoin de temps privé. Je reviendrai plus tard. Quand la porte se referma derrière la police et Philippe, nous restâmes là comme des étrangers dans notre propre maison familière, chacun portant une blessure invisible que personne ne savait comment guérir. Après que la police eut terminé ses procédures et fut partie avec des excuses et un rapport indiquant aucun comportement nuisible intentionnel, le salon tomba dans un silence lourd. Le tic-tac de l'horloge semblait plus fort que d'habitude, comptant chaque seconde qui passait dans l'atmosphère étouffante. Valérie fut la première à rompre le silence. Sa voix était étranglée et pleine de regrets. « Léo, je suis vraiment désolé. J'ai paniqué et j'ai surréagi quand je ne t'ai pas cru. » Léo ne voulait toujours pas quitter les bras de Camille, ses yeux rouges regardant Valérie avec lassitude. Le petit corps de mon fils était tendu comme celui d'un jeune animal blessé, prêt à fuir. Ses petites mains agrippaient fermement la chemise de sa mère alors que Valérie essayait de s'approcher. En voyant mon fils reculer de peur, mon cœur se sentit étranglé. Camille se leva immédiatement, les yeux de ma femme flamboyant d'un feu protecteur alors qu'elle parlait sévèrement. « S'il te plaît, reste loin de mon fils. » Je me sentais à la fois en colère et le cœur brisé, mais j'essayais de me contrôler car Léo regardait. Ma colère n'aiderait pas maintenant.
Mon fils avait besoin de calme plus qu'un autre adulte perdant le contrôle. Henri se leva, les épaules tombantes comme s'il portait le monde entier. Les rides sur son visage s'approfondirent alors qu'il disait d'une voix grave pleine de remords. Nous sommes tous en faute ici. Je n'ai pas écouté mon petit-fils. À ce moment-là, Sylvie se mit à pleurer, se couvrant le visage de honte. Ses sanglots résonnèrent dans la pièce alors qu'elle chuchotait, « Que avons-nous fait à notre petit enfant ?» Camille regarda Valérie, les yeux toujours pleins de colère, et demanda, « Comment as-tu pu appeler la police sans enquêter à fond ?» Valérie secoua la tête, les larmes coulant à nouveau, maculant le mascara sur ses joues. Quand j'ai vu Ella tomber, l'instinct maternel a tout submergé. J'avais trop peur pour penser clairement. Dans ce moment tendu, Léo prit soudain la parole, sa voix petite et tremblante comme une brise. Je voulais juste sauver le bébé. Ces simples mots me transpercèrent le cœur. J'essayais de retenir mes larmes, mais la sensation de brûlure se propagea derrière mes paupières. Dans son innocence, mon fils avait fait preuve d'un courage et d'une attention que nous, les adultes, n'avions pas reconnus. Après un moment à nous regarder, Camille et moi comprîmes qu'il était temps de partir. Cette atmosphère étouffante n'était plus sûre pour Léo. Nous décidâmes de ne pas rester pour le dîner comme prévu initialement. Sur le chemin du retour, je réalisais que des excuses ne pouvaient pas effacer la blessure. Léo aurait besoin de temps pour surmonter la peur d'être accusé par sa famille, et notre famille aurait besoin de plus d'une soirée pour guérir cette fissure. Et ainsi, les jours qui suivirent l'incident se passèrent dans un silence lourd. Léo pleurait constamment et sursautait dans son sommeil, des cauchemars hantant mon fils nuit après nuit. Après une semaine comme celle-ci, nous décidâmes de faire appel à un psychologue pour enfants, le docteur Moreau, qui l'aida patiemment à surmonter les souvenirs douloureux. Tout au long du premier mois, ma sœur et son mari nous ont fréquemment contactés, envoyant des cartes d'excuses et de petits cadeaux pour Léo. Valérie a même essayé d'appeler chaque semaine, mais Camille a toujours refusé de lui passer l'appel. Au moins, disait souvent ma femme pendant les nuits où nous restions éveillés à cause des pleurs de notre enfant, Valérie aurait pu faire confiance à l'enfant de sa propre famille avant d'appeler la police. Le deuxième mois, mes parents sont venus rendre visite à Léo avec des jouets qu'il aimait. Bien que Léo ne semblât pas en colère contre ses grands-parents, la façon dont il les regardait n'était plus la même. L'admiration inconditionnelle avait cédé la place à une lassitude subtile que seuls des parents pouvaient reconnaître. À ce moment-là, je réalisais que la confiance, une fois brisée, ne pouvait jamais retrouver son état d'origine. L'été est venu et reparti. Léo allait toujours à l'école tous les jours, rentrait toujours à la maison et grandissait de mois en mois. Cependant, il y avait des changements mineurs dans sa personnalité que nous ne pouvions nous empêcher de remarquer. Il est devenu plus prudent envers son environnement, surtout en ce qui concerne les petits animaux dans le jardin. Et parfois, pendant les après-midi calmes, Léo regardait par la fenêtre avec des yeux lointains, inadaptés à un enfant qui grandit. Un soir d'automne, après que Léo se fut endormi, il me posa la seule question sur l'incident. « Papa, pourquoi les grands ne me croient pas ?» Une question simple mais profonde qui me brisa le cœur. Je ne savais pas quoi répondre, sauf le serrer fort dans mes bras. Quand l'hiver est arrivé, j'ai suggéré à Camille plusieurs fois qu'il revoie Valérie, surtout à l'approche de Noël. Mais ma femme n'a pas changé d'avis une seule fois. La confiance est comme un château de sable. Il faut du temps pour la construire, mais une seule vague pour la détruire. La semaine dernière, ma sœur a amené Ella en visite. Pour la première fois depuis des mois, Camille a ouvert son cœur pour les laisser entrer dans le salon, mais c'était probablement encore trop tôt. Quand j'ai appelé Léo en bas, il a secoué la tête et a continué à jouer dans sa chambre. J'ai respecté les sentiments de mon enfant, bien que j'ai vu les yeux de mes parents se remplir de larmes en réalisant à quel point leur petit-fils avait changé. Hier soir, après que Léo se fut endormi, Camille et moi étions assis dans la cuisine à discuter de la possibilité d'organiser une petite réunion pour l'anniversaire prochain de Léo. Bien que nous soyons très préoccupés par cette situation, nous comprenons que chaque personne a besoin d'un temps différent pour guérir. Nous ne pouvons pas forcer la confiance à revenir. Et maintenant, j'attends toujours que le temps guérisse tout. Parce que je sais que dans chaque famille, l'amour existe toujours, peu importe à quel point il est blessé. Peut-être qu'un jour, quand Léo sera plus grand, il comprendra que les adultes font aussi des erreurs. Et que le pardon est souvent le cadeau le plus précieux que nous puissions nous offrir les uns aux autres. S'il y a une chose que je veux partager avec vous à travers cette histoire, c'est probablement ceci: écoutez toujours les enfants, même lorsque ce qu'ils disent semble déraisonnable.
La confiance est le fondement de toutes les relations familiales. Et une fois perdue, il faut beaucoup plus de temps que vous ne le pensez pour la reconstruire.